La Sécu, qu'est-ce que c'est ? Découvrez Parlons peu, parlons Sécu, le podcast de l'École nationale supérieure de sécurité sociale qui vous éclaire sur l'histoire, l'actualité et l'avenir de la protection sociale. Nous poursuivons notre série spéciale consacrée aux 80 ans de la sécurité sociale. Aujourd'hui, nous allons explorer un thème souvent méconnu, mais essentiel au fonctionnement de la sécurité sociale, les relations entre les caisses nationales et les caisses locales. Comment s'articulent les niveaux de pilotage national et local ? Qui décide des orientations ? Quelle marge de manœuvre reste aux caisses locales dans ce système toujours plus encadré ? Pour y voir plus clair, nous allons nous plonger dans l'histoire, décrypter les mécanismes actuels et poser un regard critique sur cette gouvernance à plusieurs étages. Pour analyser ces évolutions, nous avons le plaisir de recevoir Pierre Mayer, consultant, ancien directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, et Gilles Nézosi, directeur d'un organisme de sécurité sociale et conseiller scientifique de l'Institut des hautes études en protection sociale. Bonjour à tous les deux. Bonjour Julie. Bonjour Julie. Première question, quelle est l'organisation actuelle de la sécurité sociale ? Alors la sécurité sociale française, pour le régime général comme pour le régime agricole, c'est un réseau qui comprend des caisses nationales et des caisses locales. Alors au sommet, on trouve bien entendu les caisses nationales. Elles pilotent, elles contrôlent la mise en œuvre des politiques de sécurité sociale par les caisses locales. Leurs périmètres d'intervention à ces caisses nationales sont en fait définis par les risques sociaux qu'elles couvrent. La Caisse nationale d'assurance maladie pour la maladie et les risques professionnels, la Caisse nationale des allocations familiales pour la famille, etc. La dernière née des caisses nationales de sécurité sociale date de 2020. Il s'agit de la CNSA, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, qui est compétente dans les domaines de la perte d'autonomie, c'est-à-dire du handicap et de la dépendance. Par ailleurs, il existe une caisse nationale transverse, l'URSSAF, caisse nationale, qui est chargée de la collecte des cotisations sociales qui seront reversées aux autres caisses nationales et même aujourd'hui à de plus en plus d'opérateurs du champ social en fonction de leurs besoins. Au niveau local, chaque réseau dispose d'organismes qui assurent la mise en œuvre du service public de la sécurité sociale dans les conditions définies par les caisses nationales. Leur implantation est départementale pour la maladie et la famille ou régionale pour la vieillesse et le recouvrement. Ensuite, chaque caisse locale peut mailler son territoire avec des agences ou s'appuyer sur les antennes de France Service. Il faut également noter le statut particulier des territoires d'outre-mer. Ils disposent d'une caisse générale de sécurité sociale, CGSS, qui gère pour le régime général et le régime agricole la maladie, les accidents du travail, la retraite et le recouvrement. Les caisses de location familiale sont présentes de manière autonome dans ces territoires. Enfin, il existe certains départements métropolitains faiblement peuplés, comme les Hautes-Alpes et la Lozère, qui disposent d'une caisse commune de sécurité sociale qui traite tous les risques. Ces caisses locales sont juridiquement des personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public. Elles disposent donc d'une personnalité juridique propre, mais leur autonomie est en pratique limitée comme on va le voir. Donc si je comprends bien, au sommet, on a des établissements publics nationaux et à la base, des organismes de droit privé, mais qui exercent une mission de service public. Exactement. En résumé, le système est hybride, mêlant statut public et privé, centralisation et déconcentration. Juridiquement, les caisses nationales, ce sont des établissements publics nationaux à caractère administratif. Elles jouissent de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, mais agissent sous la tutelle de l'État. La grande particularité des caisses nationales du régime général, eu égard à leur statut d'établissement public administratif, c'est que le personnel, en dehors du directeur, est de droit privé et sous convention collective UCANS. Mais à l'origine, en 1945, ce n'était pas vraiment comme ça, non ? Non, pas vraiment en effet. Pour bien comprendre, il faut revenir sur la manière dont les pères fondateurs de la sécurité sociale, et notamment Pierre Laroque, ont conçu et construit la sécurité sociale. L'idée de Pierre Laroque était de regrouper dans une seule institution toutes les assurances sociales, la maladie, la vieillesse, etc. Il reprenait en partie le modèle anglais du rapport Beveridge, mais en l'adaptant au contexte français. Les ordonnances de 1945 ont donc instauré une unique caisse nationale de sécurité sociale et des caisses primaires interprofessionnelles au niveau local. Elles prenaient en charge tous les risques de sécurité sociale. Les représentants de la sécurité sociale, c'est-à-dire les assurés, pour Pierre Laroque, c'étaient les partenaires sociaux qui ont en fait obtenu à cette époque la gestion des organismes de sécurité sociale, mais sous le contrôle de l'État.
avec la direction de la sécurité sociale pour la Caisse nationale et les ancêtres des directions départementales des affaires sanitaires et sociales pour les caisses locales. On a parlé pour qualifier cette gestion de démocratie sociale. Le régime agricole, de son côté, s'est donné quant à lui une caisse centrale de mutualité sociale agricole en 1948, et c'est la même chose pour le régime des artisans et des commerçants. Alors en 1967, le ministre des Affaires sociales du gouvernement Pompidou, Jean-Marcel Jeanneney, va engager une importante réforme administrative du régime général. Elle va déboucher sur 4 ordonnances prises le 21 août 1967. Elles seront ratifiées quasiment un an plus tard, compte tenu de l'opposition unanime des syndicats et de l'organisation de manifestations extrêmement importantes à cette époque, qui vont bientôt d'ailleurs être relayées par les événements de mai 1968. 2 justifications présidaient au remaniement profond qui allait en résulter. La première est d'ordre budgétaire. La situation financière du régime de sécurité sociale, et notamment de son risque maladie, est fortement détériorée. C'est le début d'une longue chronique, en fait, du trou de la Sécu. La deuxième justification est d'ordre organisationnel. Il y a en 1967 la volonté des pouvoirs publics de séparer les branches afin de clarifier où va l'argent. Par cette transformation, ils souhaitent responsabiliser les partenaires sociaux au niveau national et pour chaque branche de la sécurité sociale, puisque les déficits sont présents. Je crois que c'est un point essentiel que souligne Gilles. Ces ordonnances, les ordonnances de 1967, elles instituent la séparation des branches de la sécurité sociale au niveau du régime général. La gestion des risques maladie, famille et vieillesse est confiée à une caisse nationale spécifique. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, l'ACOSS, est instituée, et elle deviendra d'ailleurs une caisse nationale, mais plus tard. Elle devient, par le biais des URSSAF, le recouvreur unique des cotisations sociales, qui servent à payer les prestations de sécurité sociale. Les caisses locales deviennent de leur côté des antennes déconcentrées, rattachées à leur caisse nationale de référence, et donc chaque réseau est différent, les URSSAF, les CEPAM, les CAF, les CRAM. Le principe est le même. Les caisses locales vont mettre en œuvre les orientations stratégiques prises par leur caisse nationale. Paradoxe, parce que on met souvent en avant le fait que ces ordonnances remettent en cause le paritarisme. Il faut savoir que ces ordonnances mettent en place une véritable représentation paritaire au sein des conseils d'administration des caisses de sécurité sociale, comme pour les institutions de retraite complémentaire. En 1945, c'était 75-25. En faveur des organisations syndicales de salariés. À partir de 1967, ce sera 50-50 entre les organisations patronales et les organisations syndicales. On peut aussi ajouter que parmi les nombreux opposants à ces ordonnances et aux transformations qu'elles embarquent, on retrouve un certain Pierre Laroque. Pour lui, on enterre une certaine forme d'idéalisme qui voudrait que tous les Français soient couverts solidairement du berceau à la tombe. Ce recentrage marque donc la montée en puissance des caisses nationales dans le pilotage du système. Cela signifie que les caisses locales deviennent de simples courroies de transmission des caisses nationales ? Vous doutez que c'est un peu plus compliqué. Si on remet en perspective ces ordonnances de 1967, elles arrivent en fait à un moment de rupture pour la sécurité sociale. Rupture de masse tout d'abord, puisque de plus en plus d'assurés bénéficient du système. Rupture de professionnalisation des organismes qui deviennent de véritables usines redistributives. Pour résumer plus simplement, les CEPAM, les CAF, les CRAM versent donc de plus en plus de prestations sociales à de plus en plus de monde. Le fait de clarifier et de centraliser les circuits budgétaires sur le schéma une branche, une comptabilité avec un circuit unique de collecte et de redistribution est donc tout à fait légitime. Les caisses locales n'ont plus d'autonomie financière. Elles dépendent des caisses nationales qui leur attribuent un budget à la fois pour le versement des prestations et pour la gestion administrative. Cette clarification, portée par les ordonnances de 1967, demeure d'ailleurs d'actualité. Pour autant, les caisses locales ne sont évidemment pas passives. Il ne faut jamais oublier que ce sont elles qui incarnent la sécurité sociale dans les territoires en versant les prestations sociales notamment. Pour cela, elles embauchent et emploient souvent plusieurs centaines de personnes et elles sont davantage que des simples courroies de transmission. Moi, je parlerais plutôt de relais indispensables entre le niveau national et le niveau local. À noter que chaque branche a aussi ses spécificités et une autonomie différenciée. La branche maladie a toujours eu un statut à part avec cette délégation de la négociation des conventions des professionnels de santé. La branche famille a gardé pendant longtemps une maîtrise de son budget d'action sociale, avec même une autonomie parfois très importante des caisses locales par rapport au national. Dans la branche recouvrement, certaines URSSAF ont pu défendre une interprétation différente de l'ACOSS en ce qui concerne le droit des cotisations sociales. C'était encore le cas il y a 25 ans. Et c'est à cette époque qu'est créé l'UCANS.
Exactement, on est en 1970. Il faut bien une fédération d'employeurs et des organismes à la fois de la branche famille et des autres branches du régime général qui puissent gérer les conventions collectives applicables. Et donc appliquer un droit du travail et des garanties sociales homogènes au sein de multiples organismes employeurs. Et également qui puissent mettre en œuvre un certain nombre de mutualisations. Avec la création de l'UCANSS, est-ce que nous n'assistons pas également à un tournant managérial dans les organismes de sécurité sociale ? Oui, tout à fait. C'est un effet indirect mais puissant de la refonte organisationnelle introduite par les ordonnances de 1967. Créer différentes branches spécialise les organismes locaux dans la gestion d'un risque particulier. La maladie pour les CEPAM, la famille pour les caisses d'allocation familiale, comme on l'a vu. En fait, la multiplication des agents pour gérer ces risques a des incidences managériales extrêmement importantes. On le voit particulièrement dans la transformation durant cette période des agents de direction. Les directeurs adjoints, les agents de direction, mais également les managers stratégiques, pour reprendre l'appellation Sécu, vont faire le lien entre les orientations nationales et leur mise en œuvre locale. Jusque dans les années 1960, les agents de direction, et notamment les directeurs, sont encore des personnalités locales, issues du mutualisme ou du syndicalisme. Mais à partir des années 1970-1980, en fait, la formation se professionnalise. Derrière cette professionnalisation, un acteur joue un rôle majeur. Le Centre d'études supérieures de la sécurité sociale, qui est en fait l'actuelle École nationale supérieure de la sécurité sociale, ou encore le N3S, apparaît. Alors au départ, en fait, la formation de cette école est extrêmement juridique. Elle est centrée sur les règles administratives, mais dans les années 1970-1980, en fait, on ajoute le management, le pilotage, la stratégie. Dans les années 2000, l'école intègre le numérique, l'innovation, la conduite du changement. L'école et ses formations, en fait, vont devenir un puissant vecteur non seulement d'homogénéisation des pratiques managériales et gestionnaires dans toutes les branches de la sécurité sociale, mais elle crée également une culture professionnelle commune à tous les régimes. 1967 est donc un tournant majeur pour les relations entre les caisses nationales et les caisses locales. Mais depuis, il ne s'est rien passé ? Alors au contraire, beaucoup de choses se sont passées. En fait, les différents réseaux de sécurité sociale vont monter en puissance à partir de 1967. Ils se professionnalisent, absorbent le choc de la montée en puissance de la Sécu. Dès la fin des années 80, après les dernières élections des administrateurs des caisses de sécurité sociale, c'est 1983, on constate un échec du pari de 1967. Les partenaires sociaux ne sont pas plus capables d'équilibrer la sécurité sociale au niveau national qu'au niveau local. Tout simplement parce que, pour une large part, c'est bien l'État qui détermine les règles juridiques du droit de la sécurité sociale. Je ne prendrai qu'un exemple, l'âge de la retraite, comme le montre le passage des 65 ans aux 60 ans en 1983. En fait, pour résumer ce que vient de dire Pierre, l'État est très présent, mais n'est pas à la tête de la sécurité sociale. Les caisses nationales pilotent, mais ne dirigent pas, et les caisses locales exécutent. C'est dans ce contexte, en fait, qu'intervient un autre plan connu, qui est le plan Juppé. Le volet retraite va être enterré par les manifestations monstres de l'hiver 1995, mais le volet maladie et le volet organisation de la sécurité sociale sont menés à bien. C'est la création des lois de financement de la sécurité sociale, le dialogue conventionnel entre l'assurance maladie et les professionnels de santé est mis sous contrôle de l'ONDAM, l'Objectif national des dépenses d'assurance maladie. Et enfin, c'est l'ordonnance du 24 avril 1996 portant diverses mesures relatives à l'organisation de la sécurité sociale. Vous pourrez noter qu'il s'agit encore d'une ordonnance qui fait suite aux manifestations de cet hiver 1995 contre le plan Juppé. C'est une autre analogie avec les ordonnances de 1967. Parmi les mesures phares, l'apparition des conventions d'objectifs et de gestion, les COG, et la mise en œuvre, au niveau local, des contrats pluriannuels de gestion, les CPG. Et plus anecdotique, mais très important dans la relation entre les caisses nationales et les caisses locales, le passage aux 3 noms pour la nomination des directeurs. La Caisse nationale propose désormais une liste de 3 noms au conseil d'administration de l'organisme. Un comité des carrières est institué au niveau de l'UCANSS. Bref, ce qui était totalement à la main des présidents des organismes locaux commence à être davantage contrôlé. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur les conventions d'objectifs et de gestion ? Alors il s'agit, au même titre que la création des caisses nationales en 1967, d'une rupture dans l'organisation de la sécurité sociale et dans les relations entre le national et le local. Les premières conventions d'objectifs et de gestion, les premières COG, apparaissent donc en 1997-1998. Elles vont consister à contractualiser des objectifs de performance, de qualité de service et de maîtrise des coûts entre l'État et chaque caisse nationale. Concrètement, une COG fixe sur une période pluriannuelle, en général 4 ans, un certain nombre d'objectifs chiffrés. Par exemple, l'amélioration de l'accueil, la lutte contre la fraude,
la modernisation numérique, etc. En échange, des moyens sont alloués à la Caisse nationale, notamment en matière d'effectifs et d'investissement. Mais les COG ne concernent pas que les relations entre l'État et les caisses nationales. Pour décliner ces objectifs au niveau local, les caisses nationales signent à leur tour des contrats pluriannuels de gestion, les CPG, avec les caisses locales. Donc les CPG traduisent les COG à l'échelle territoriale. Alors, on est donc dans un système en cascade. L'État avec les caisses nationales via les COG, les caisses nationales avec les caisses locales via les CPG. Ces outils, en fait, renforcent la logique de performance et de contrôle. Les caisses locales deviennent ainsi des opérateurs exécutants tenus d'atteindre des résultats fixés à l'échelle nationale, tout en devant s'adapter aux réalités locales. Donc c'est un équilibre qui est, on peut le concevoir, parfois difficile à maintenir. Et quelles sont les évolutions depuis 1996 ? Alors on peut noter déjà la loi de 2004 sur l'assurance maladie qui me semble également être un tournant. Les conseils d'administration des caisses primaires deviennent de simples conseils. C'est symbolique, mais c'est un symbole qui a été fortement ressenti. La nomination des directeurs de caisses primaires d'assurance maladie n'est plus une prérogative des administrateurs. C'est une prérogative du directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie. Le directeur ou la directrice doit juste éviter d'avoir une majorité contraire de 2/3 des administrateurs, des conseillers en l'occurrence, alors qu'auparavant, ce directeur général donc soumettait 3 noms au conseil. Ce système a été étendu aux autres branches du régime général en 2010. Donc le système est aujourd'hui très déséquilibré au profit des caisses nationales. On peut répondre oui. Aujourd'hui, cette architecture soulève de nombreuses interrogations. D'un côté, la mise en place des COG, des CPG a permis davantage de cohérence, de lisibilité et d'efficience. On peut suivre l'action des caisses, évaluer les progrès, comparer les performances. De manière générale, le service public de la sécurité sociale était fondamentalement une activité de service, comme il peut en exister dans le secteur privé. Depuis maintenant presque 30 ans, cette activité est profondément transformée par un certain nombre de démarches qui visent, en s'appuyant notamment sur les systèmes d'information, à davantage standardiser et normer les processus. La certification des comptes par la Cour des comptes a également un effet d'homogénéisation très puissant des pratiques professionnelles. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que la qualité de service, et la Cour le dit elle-même, peut être très hétérogène d'une caisse à une autre. Bref, les marges d'autonomie des caisses locales s'amenuisent. Leur capacité d'initiative se réduit face à un pilotage très normé. Certains dénoncent un risque de bureaucratisation, voire un éloignement des besoins réels des assurés sur le terrain. On peut aussi constater une augmentation très importante des effectifs des caisses nationales. Certaines ont fait le choix d'intégrer les informaticiens, c'est le cas de l'ACOS, de la CNAF, tandis que d'autres ont préféré les laisser soit au sein des caisses locales, la CNAV, soit dans des centres informatiques dédiés, la CNAM. La tension est donc permanente entre harmonisation nationale et adaptation locale. Cette tension se retrouve dans les débats sur la gestion par les indicateurs, la simplification administrative, sur la territorialisation des politiques sociales, ou encore sur la place du numérique dans l'accès aux droits. Après, il ne faut pas non plus exagérer cette opposition. Il peut y avoir des dialogues très riches entre la Caisse nationale et les organismes locaux à travers différentes instances de gouvernance, qu'on appelle les conseils de réseau par exemple, qui permettent aux caisses nationales de prendre le pouls du réseau, de tester des idées et d'associer en amont les organismes locaux à des réflexions de fond ou d'organisation du service public. Assiste-t-on également à des inflexions ? Alors oui, là encore, la situation est loin d'être figée. On dit que l'histoire est un éternel recommencement. Parfois, c'est vrai. Lorsqu'en 1945, les caisses de sécurité sociale se constituent, elles le font à partir de leur territoire et des besoins de leur population. Aujourd'hui, on constate en fait la même dynamique. Les bassins de vie, les populations sont de nouveau des préoccupations majeures. L'action des organismes se fait de manière plus partenariale avec les assurés, mais également avec les professionnels de santé, par exemple. On développe également dans toutes les branches des actions d'aller vers. La différence majeure avec 1945, c'est que la sécurité sociale a bâti aujourd'hui un socle de protection solide et universel. L'enjeu est aujourd'hui dans la protection sociale du dernier kilomètre, pour reprendre une expression chère au régime agricole. Pour cela, on doit donc miser encore plus sur la formation, une meilleure connaissance des publics et des partenaires. La véritable marge d'autonomie d'un organisme local aujourd'hui, c'est notamment le développement des partenariats dans un monde où les assurés et les citoyens s'attendent à une prise en charge coordonnée et cohérente, comme une couture sans fil. Donc pour les organismes de sécurité sociale,
ce sont les collectivités territoriales, ce sont les associations, c'est France Travail par exemple, les autres opérateurs de protection sociale. Sujet, j'en profite pour faire une forme de publicité, que nous abordons dans le cadre de la chaire Protection sociale et territoire avec Gilles. On peut également mentionner que les caisses nationales ont le souci de plus en plus d'échapper à cette critique de technocratisation excessive. Par exemple, on le voit lors de la phase de la négociation des conventions d'objectifs et de gestion, elles prennent soin de remettre évidemment les partenaires sociaux dans le jeu. On peut également citer un autre exemple, tout à fait intéressant de noter que le dernier rapport charges et produits de la CNAM est le premier rapport qui a été adopté avec une implication du Conseil de la CNAM dès les travaux liminaires. Merci à vous deux pour cet éclairage. Merci Julie. Merci Julie. Et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de notre série spéciale consacrée aux 80 ans de la sécurité sociale. Vous venez d'écouter Parlons peu, parlons sécu, un podcast de l'EN3S, l'École nationale supérieure de sécurité sociale. Retrouvez prochainement un nouvel épisode pour décrypter ensemble les enjeux de la protection sociale.